Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices et surtout co-créatrices, je dirais quand même, avec Charlotte Saint-Jean. Bonjour Charlotte. Bonjour. Que je suis ravie de pouvoir parler du féminin sacré avec toi, parce que je trouve que tu l'incarnes superbement bien. Je t'ai interviewée déjà plusieurs fois, donc tu es anglaise, hein, on va entendre ton petit accent charmant anglais qui va être là, mais tu habites en France, tu habites en France Savoie. Depuis 24 ans. 24 ans. Ouais. Depuis 24 ans, déménagé de Londres vers les montagnes, à la recherche d'autres choses. Et c'est marrant ce que tu dis vis-à-vis le féminin sacré, parce que je l'incarnais pas du tout, je pense, à l'époque. C'est toute une découverte, une recherche sur moi-même. Mais tu le transmets, ça justement. On te connaît beaucoup pour tes livres de yoga et de représenter justement ce mouvement de yoga depuis très longtemps d'ailleurs. Tu as été vraiment une des pionnières en France, en tout cas a été exposée, médiatisée et c'est un bonheur de pouvoir aussi discuter de ça aujourd'hui avec toi. On te retrouve dans les festivals de yoga, les yoga magazines et autres et la télé. Comment justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport au féminin et que tu n'as pas toujours incarné ça, et à quel moment pour toi c'est venu dans ta vie? Justement, quand je suis venue en montagne, j'ai fait une sorte de coupure, pas tout de suite avec mon métier d'avant, j'étais commerciale dans l'informatique avant. Et c'est un milieu très masculin. Et je pense que jusqu'à ce point-là, dans l'éducation, dans mes recherches de carrière, etc., j'étais très dans le masculin, très dans le yang, dans la performance. Je me suis vraiment cachée. Pourtant, quand j'étais plus jeune, très jeune, j'avais cette connexion avec une spiritualité, avec l'église. Tout naturellement, je suis allée toute seule. Et pendant une grosse tranche de ma vie, je l'ai un peu cachée, voilée, parce que je voyais que c'était pas forcément accepté, on va dire. Et puis par la suite, je me suis trouvée dans un milieu très masculin et qui était à l'époque aussi en Angleterre et à Londres, c'était très dans la réussite, dans la performance, no pain, no gain, tout ça. Les années post-Thatcher, c'était vraiment ça. Et j'ai quitté Londres vraiment avec en tête l'idée de voyager vers le féminin, de voyager vers cette féminité. Et c'est intéressant d'associer féminité justement et sacré, parce que on a l'impression que justement la religion, ou avec la religion, etc., il y a eu pas mal de choses qui ont été cachées, où on voit que Marie-Magdeleine n'a pas été mise en avant, hein, autant que d'autres personnages de la religion, on va dire. Et que toi, c'est justement en associant, en amenant la spiritualité dans la vie, que tu t'es reconnectée à ton féminin. Complètement. Et je pense que c'était un vrai appel de venir en France. C'était comme si je retournais vers mes sources. Justement, l'année dernière, je suis allée faire le pèlerinage, on peut l'appeler, vers la grotte de Sainte-Marie. Et en traversant la forêt là, ça me parlait, mais vraiment dans les racines de mon être. Mais c'est pas la seule fois. Très très souvent, en voyageant en France, en marchant beaucoup en montagne, j'avais vraiment l'impression de revenir, à cette connexion non seulement avec la terre, mais aussi avec mes ancêtres, avec surtout cette énergie ultra féminine, mais très très vieille, très ancienne. Et puissante. Comment tu la décrirais justement, cette énergie-là? C'est c'est comme une sorte de en anglais on dit mist, un brouillard sur les montagnes. J'ai un ami qui appelle ça dragon's breath, la respiration des dragons. Le matin, quand on voit la voile sur les montagnes avant que le soleil se lève, pour moi c'est ça, c'est cette c'est une sorte de énergie mystérieuse avec une sagesse incarnée dedans. C'est ça qui me... Comme ça, je le décrirais. Je sais pas comment le décrire. Tu parles également de la sagesse de la louve. Donc, qu'est-ce qu'elle a, cette louve, justement? Pourquoi tu as associé ça, finalement, au principe féminin? Alors, histoire personnelle, je pense sincèrement, je sais que j'ai une louve qui marche avec moi depuis longtemps. Une louve blanche qui est là. Tu veux dire comme un animal totem? Un animal totem, mais qui est là avec moi depuis le début. J'ai même fait plusieurs voyages spirituels, on pourrait les appeler chamaniques. J'ai une amie qui est très branchée énergétiquement là-dedans. Et on a fait tout un voyage
énergétique, spirituelle ensemble. Et je la voyais complètement. Et elle me disait après, tu as ça comme animal, tu as ça qui marche avec toi aussi, tu as ça et ça. Et je dis, la louve, ça, je sais. J'ai même des frissons quand j'en parle, parce qu'elle est avec moi, elle voyage avec moi, mais depuis des siècles et des siècles. Et quand j'ai vu c'était un loup, je crois que c'était un jeune homme qui s'est éloigné de tribu, et puis quand je l'ai vu, ça m'a... Physiquement, là, pour le coup. Physiquement, pour le coup. Dans la montagne. Il s'est jamais approché de moi, et je me demandais si c'était parce que j'avais cette énergie de la louve qui était là. Ouais. Et du coup, Qu'est-ce qui t'a enseigné, cette louve, alors? Ou qu'est-ce qu'elle transmet? D'être plus authentique et de vraiment être davantage, même si j'étais déjà, mais davantage à l'écoute des messages que je peux juste te dire que je reçois de la nature, de mes sorties en montagne, de mes méditations en montagne, juste en étant dans la montagne. Je parle beaucoup aux arbres autour de moi et je reçois des messages. Je reçois des messages comme il faut créer ça, il faut aller là, il faut co-créer ce festival, ce programme, ce livre, etc. Où il faut juste, même avec ma propre famille, cette tendance-là, cette démarche-là. Donc je reçois des messages carrément et j'écoute. Ouais. Avant, et tu agis. Et j'agis, ouais. Parce que tu crées beaucoup de choses, donc c'est intéressant aussi d'agir, parce que des fois on a ces messages et puis on les laisse de côté. Je pense que beaucoup de femmes, hommes et femmes, mais là on parle bien sûr du principe féminin au sens large, mais à ça, c'est-à-dire quand on est à cette écoute et qu'on ose... je veux dire, on est des sorcières en puissance, là. Mais complètement. Mais on est toutes des sorcières, j'ai l'impression. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que quand je travaille beaucoup avec les femmes, essentiellement avec les femmes, et la plupart me disent plusieurs choses. Mais déjà, je suis pas légitime, je suis pas assez, mais aussi très souvent, je ne suis pas créatrice, je ne suis pas créative. Je ne sais pas créer. Wow. Et en fait, je pense qu'elle veut dire, je sais pas peindre ou dessiner ou faire quelque chose avec mes mains, mais on est tous et toutes créatifs. On a tous une magie, un talent unique. Déjà, on est génitrices, donc à la base, je pense qu'on ait des enfants ou pas, nous sommes des créatrices en puissance. Oui, sans parler d'enfants. Mais à la base, je veux dire, chaque femme devrait ressentir ça. Parce que ça fait partie d'être génitrice, c'est la création. Et je me demande d'où ça vient, cette couche d'idées qu'il faut être soit dans les sciences ou académiques ou soit créative. Pourquoi on ne peut pas être multi-passion et multi-énergie et multi-choses? Comment tu décrirais cette intelligence du principe féminin, justement, qui s'incarne différemment de ce qu'on a voulu, qui n'a pas tout à fait pris sa place complètement dans la société, parce que c'était une certaine forme d'intelligence plutôt qu'une autre. Mais comment t'en parlerais, toi, de cette énergie que tu ressens? L'intuition. Je pense que l'intuition, c'est un mot qui est utilisé, des fois abusé, mais je pense que l'intuition, est-ce qu'il y a une intuition féminine ou masculine? Je pense que c'est juste l'intuition. Et souvent, on n'écoute pas, parce que ça veut dire, quand on écoute ça, peut-être ça va créer des massacres autour de nous, dans le sens où il faut que je change de trajectoire de ma vie, il faut que je change de métier, il faut que je change de partenaire, il faut que je fasse autrement, etc., etc. Mais l'intuition, pour moi, c'est le départ. Après, comment tu l'écoutes, comment tu agis avec cette intuition, ça, c'est le choix personnel de chacun. Et justement, le choix que tu prends va définir la prochaine partie. Moi, quand je travaille beaucoup avec moi-même, mais aussi avec les femmes autour de moi, je vais les encourager de vraiment être à l'écoute de cette intuition. Et toujours, peut-être même revenir, créer un peu d'espace et revenir un cran et dire, OK, ce message est arrivé, pourquoi? Quelles sont mes valeurs? Quelle est ma fondation de base? Qui suis-je au fond de ça? Et est-ce que cette intuition, ce message-là, s'aligne avec ça? Ou est-ce que c'est un message justement qui ne m'appartient pas et c'est quelque chose que je dois donner à quelqu'un d'autre, ou comment je dois utiliser cette intuition? Donc c'est d'être à l'écoute
et d'être à l'écoute de l'intuition pour moi. Ça, c'est très énergie féminine. Ouais. Moi, j'aime tellement l'intuition, tu vois, que j'ai plus tendance à être très spontanée avec, sans essayer de l'analyser, parce que elle nous embarque dans des directions qui sont juste tellement vastes et tellement plus grandes que ce qu'on pourrait penser, que ça nous emmène. Quels sont les autres piliers de ce que tu proposes? Parce qu'il y a ces... Je sais plus comment tu appelles ça, les principes sources. Non, c'est pas les principes sources, c'est les principes de base. En fait, donc dans la sagesse de la Louve, je parle pas mal de ça dans ce programme que j'ai créé, parce qu'en fait, je l'ai analysé entre guillemets, je l'ai reçu, je l'ai analysé suite à plusieurs pertes, on va dire, challenges dans ma vie. Chaque fois qu'on a ça, un challenge, un deuil ou quelque chose, il y a une espèce de processus qui se fait. Il y a un moment d'accueil de ce qui s'est passé. OK. Après, il y a un moment où il faut revenir à la terre, il faut ancrer quelque chose, il faut revenir à ses racines. Littéralement, des fois, on tombe par terre, n'est-ce pas? On est complètement anéanti par la situation. Et c'est humain et c'est normal. Donc, on revient à la terre. Donc, ancrage. Puis par la suite, on va accepter la situation. Je donne pas de temps entre, c'est pas une semaine, 2 jours, ça va dépendre de chacun. Mais on accepte finalement ce qui s'est passé. Cette étape-là n'est pas toujours évidente. Accepter ce qui s'est passé, puis par la suite, OK, maintenant je vais aligner en fait les choses, ou peut-être même réaligner. Je parle très souvent du mot résilience dans tout ça. On devient résilient, on est résiliente, on est ci, on est ça. Mais la résilience, en fait, c'est un super mot parce que c'est un mot scientifique qui veut dire ou chimique, je crois même. Quand quelque chose, quand une matière se dissout en différentes cellules, c'est la rapidité que la matière reprenne sa forme. Ça, c'est la résilience. Donc, en tant qu'être humain, quand on arrive vers cette phase d'alignement, pour moi, c'est le noyau de notre résilience. C'est, OK, est-ce que je reprends la même forme? Ou est-ce que je change de forme maintenant? Est-ce que c'est aligné avec qui je suis? Ou est-ce que c'est plus du tout aligné avec ce que je ressens? Beaucoup de personnes ont une perte de repère en ce moment, justement, avec tout est bousculé et on sent qu'on a besoin de se réinventer ou qu'il y a autre chose, d'ancrage avant tout. D'ancrage avant tout, du temps dans la nature, pieds nus dans la forêt, pieds nus n'importe où, même en ville, mais vraiment sentir la terre et se relier à elle, au sens, se relier aux saisons, se relier à l'énergie des différents rites de la nature, parce que la nature a des rituels en fait en soi, donc d'être plus en reliance avec ça pour être à l'écoute. OK, j'aligne avec quoi maintenant? C'est quoi mon axe? Puis par la suite, et cette suite, c'est un peu difficile souvent pour les gens, c'est de vivre dans la joie et dans l'abondance, de se permettre de vivre dans cette énergie d'abondance. Et puis la dernière étape sera de t'élever, de arise, on dit en anglais, de t'élever, mais de ses racines. Et de constamment faire ce voyage, en fait. C'est pas juste, OK, je l'ai fait une fois, bon, j'ai coché les cases, c'est top, OK, je voyage maintenant dans cette énergie d'élévation, tout va bien. Tout en étant ancré, bien sûr. Tout en étant ancré. Moi, je pense que c'est un questionnement de quasi tous les jours. Il y a une super phrase que j'ai appris, ou même pas une phrase, un mot en anglais qui est écocide. Et écocide, ça veut dire, d'après cette personne qui a décrit la définition, ça veut dire tu prends des décisions, n'importe quelle décision de professionnelle, personnelle, avec le bien-être de la planète, et de nous, en faisant partie de cette planète, dans toutes les décisions que tu prends. Et c'est super beau de penser comme ça. Dire, OK, est-ce que c'est pour le bien de terre-mère? Il est temps qu'on commence à penser comme ça, Ah ben, je pense aussi, ouais. Il y aura beaucoup moins d'erreurs. Parce que c'est pas du tout dans l'ego. C'est pas du tout dans l'ego de l'être humain, qui est un gros souci, parce que beaucoup des couches qu'on crée, et des façades qu'on crée, c'est vis-à-vis de l'ego. Toute la société est un peu dans ce sens-là, et c'est pas du tout féminin. Le féminin, c'est circulaire, on est dans un autre
âge, on dit. Ouais, Donc, et puis c'est un âge ultra circulaire, ultra connecté à la Terre. On sent bien que les cercles de femmes maintenant se développent de plus en plus, sont de plus en plus courants, ces cercles de parole, d'échange. Cercle de parole, je pense, c'est important parce que je crois qu'il y a beaucoup de non-dits, en fait. Je disais tout à l'heure, le week-end passé, j'étais avec un groupe de femmes, justement, mes élèves en formation. Et une des femmes était en larmes parce qu'il y a 2 ou 3 qui ont fait des choses très positives. Voilà, mon voyage se fait comme ça, voilà les changements, etc. Et elle a dit, mais je suis dans le sombre, moi. Dans le brouillard, dans le sombre. Et le mot qui revient, c'est fake. Comme si je fais semblant dans toutes les parties de ma vie. Et moi, je lui dis, mais au moins tu le reconnais. C'est la première étape. Mais oui. Maintenant, et je pense qu'on peut tous dire qu'à un moment dans notre vie, on l'a fait. Ah, mais complètement. Et c'est bien de se rendre compte de ça. Et ça fait du bien, ce retour à la réalité, retour à sa vraie nature. Ouais. Parce que c'est pas ça, sa vraie nature. Sa vraie nature, justement, s'exprime pas. C'est pour ça qu'elle ressent ça. Et je pense qu'on s'accroche à nos titres. Donc, je suis maman, je suis professeur de yoga, je suis banquier, peu importe. On s'accroche à ces titres, mais est-ce que ça, c'est vraiment qui tu es? Est-ce que c'est cette vision que tu as de ta vie? Est-ce que c'est comme ça que tu veux vivre ta réalité? Parce que nous sommes là pour une raison. Il y a une chouette personne, une Anglaise de base, mais qui vit aux États-Unis depuis très longtemps, qui a maintenant 103 ans, et elle s'appelle Dr. Gladys McGarey. Et elle a écrit un livre récemment qui s'appelle The Well-Lived Life, la vie bien vécue. C'est beau ça. C'est beau. Et puis elle a plusieurs piliers dans ses conseils pour une vie bien vécue. Un des conseils, c'est dépenser ton énergie sauvagement. Et pas sagement, donc sauvagement. Wow. Et ça, j'adore. Mais tout au début du livre, elle dit, tu es là pour une raison. Tu es là pour une raison. N'oublie jamais que tu es là, ici, maintenant, pour une raison. Ne laisse pas cette chance passer, ne laisse pas cette mission partir en vrac, ne joue pas les fakes, sois toi. Oui. Mais c'est dur quand c'est pas une idée précise. Certains d'entre nous, on est nés avec une vision très claire et très jeune de ce qu'on doit faire. Et d'autres, c'est dur pour avoir créé justement le défi des 100 jours sur mission de vie. Il y a des gens qui ont vraiment juste pour toucher à ça, de cette mission originelle, j'ai envie de dire, pour laquelle on s'est incarné. Certains veulent exactement le définir, alors qu'on n'a pas forcément besoin de le définir. Non, comment toi tu le vois justement? J'allais dire, on n'a pas besoin de dire, ok, je vais devenir, je sais pas, médecin, ou je vais faire ça. C'est pas forcément dans la précision. Donc, moi, j'ai toujours eu cette impression d'être une sorte de prêtresse quelque part. Oui, tu l'incarnes bien. Mais bon, si tu dis à l'école, tu vas être quoi? Prêtresse? Enfin, ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Mais c'est plus l'énergie de prêtresse. Oui. C'est-à-dire, ça veut pas dire que, ok, ça veut dire que je vais présider sur je sais pas, un gouvernement ou que je vais tenir ce rôle-là. C'est pas du tout ça. C'est l'énergie de ça. Oui, tout à fait. C'est bien de le dire. Tous les domaines de ma vie. Donc, et la vie, c'est une évolution. Si on m'avait dit il y a 10 ans que j'allais être sur les couvertures de livres, de magazines, que j'allais être à la télé, j'aurais fait ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est une évolution. Et quand je vois l'évolution, chaque partie a son rôle et ça a joué vers ce que je suis, ce que je fais maintenant. Mais cette énergie et cette volonté de toujours chercher la prochaine porte, de ouvrir la porte et d'y aller et d'avancer vers l'inconnu et de redécouvrir la prochaine étape de cette énergie de prêtresse ou de conteuse. Mais c'est inconfortable quand on va vers l'inconnu. Il y a plein de gens qui n'osent pas justement à cause de ce... C'est inconfortable d'être dans un espace qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, ou une dimension de soi-même qu'on ne connaît pas. Ben oui. Moi, je me rappelle quand j'ai quitté mon travail comme commercial, je gagnais très, très bien ma vie, surtout pour une femme. Et en France, à l'époque, je parle d'il y a 23 ans maintenant, quand j'ai quitté ce métier. Et je suis allée voir la banque pour X ou Y raison, et mon manager de banque a fait « Pourquoi tu quittes ce travail, Charlotte? Mais tu gagnes super bien de ta vie, etc. » Je lui ai dit parce que déjà, ce n'est pas moi,
C'est pas aligné avec qui je suis. Bon, déjà, ça, c'est une phrase un peu... Quoi? Déjà, ma vie, elle est déjà gagnée. Je suis là, je suis née. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai dit, si je continue à travailler comme ça, je serai morte dans 2 ou 3 ans parce que le stress et les voyages, et c'est pas comme ça que je veux vivre. J'ai profité de cette période de ma vie, j'ai vu des super choses, j'ai fait des super choses, mais c'était pas moi. Je jouais un rôle, en fait. Je montais dans l'avion le lundi matin avec plein d'hommes d'affaires. J'étais souvent la seule femme. Et je jouais un rôle, en fait, toute la semaine. Là, tu sais qu'il y a des femmes qui regardent et qui s'écroulent en pleurs, là. Oh! Mais il faut... Bon, on va rester positif. Non, mais c'est positif. C'est bon, je pense que les émotions sortent. Mais tu vois qu'ils vont se reconnaître aussi là-dedans et se dire « Ah ouais, c'est là où j'en suis. » Et j'ai envie de dire... Et c'est OK. Ne t'inquiète pas parce qu'il y a toujours une évolution, toujours un espoir. Et c'est un choix quand même, à un moment, il y a une décision que tu as prise. Il y a une décision à prendre et c'est vrai que financièrement, ça coupe complètement les rênes avec une sécurité. Tu commences à vivre autrement, tu commences à être beaucoup plus créatif. Justement, c'est là où la créativité arrive. Ouais. Aussi, juste dans la gestion de famille, après j'ai eu mes enfants et on avait très très peu d'argent souvent, mais tu deviens créatif quand tu n'as pas beaucoup d'argent et quand tu ralentis dans la vie aussi, tu dépenses beaucoup moins. Ouais, et puis surtout en montagne. Et surtout en montagne, quoique en station de ski, ça dépense. Mais en montagne, non. En montagne, c'est vrai. Quand tu es proche de la nature et quand tu as cette relation avec des saisons aussi, ça te ramène à des valeurs qui sont plus simples. Parce qu'on est rempli. Moi, je me vois encore à Londres, quand j'habitais à Londres, dans ces achats compulsifs parce qu'il manquait quelque chose. J'allais faire les boutiques pour... Parce que c'est là. Oui. Parce que c'est là aussi. Et puis émotionnellement, c'est tout ce que je connaissais, tu vois, combler un vide. Alors que finalement, c'est vrai que avec la nature et quand on commence à être sur son chemin de vie, comme tu dis, et prendre ces décisions qui sont importantes et où on ose sans savoir ce que ça va donner, je pense que oser, c'est important. Ouais, quelque chose de très satisfaisant Très satisfaisant, mais c'est souvent les peurs bloquent les gens. Je me rappelle, il y avait une femme une fois, on avait une retraite de 5 jours que je gérais avec que des femmes d'ailleurs, et une femme 4 fois lors de la retraite, elle dit non, mais je veux des précisions, mais parce que quand tu as tout lâché et quand tu as tout perdu, mais comment tu remontes de là? Mais plusieurs fois, elle voulait vraiment presque d'être rassurée que ça ira bien. Et je dis, OK, déjà, il faut reprendre connexion avec ce que tu veux et ce que tu veux de ta vie. Et surtout qui tu es. Et vraiment. Qui tu es, voilà. Et si pour toi... C'est hyper important d'avoir cette maison, cette voiture. Ça t'appartient pas, juste pour que tu saches. Mais bon, cette voiture, cette maison, ce chemin de vie, etc. Bon, là déjà, tu as des critères. Donc, tu as une base sur laquelle il faut travailler. Si tu te détaches de cette partie-là, c'est pas grave. J'en ai parlé avec une amie ce matin. Elle me fait, tu sais, Charlotte, moi, je peux créer une maison d'un tin can, comment on dit ça en français, c'est là où tu mets la soupe ou de conserve, de boîte de conserve. Voilà, je peux faire une maison d'une boîte de conserve si tu veux. Elle a 4 enfants. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir quelque chose qui est un peu plus joli et plus sympa. Et je pense que c'est ça. On fait quelque chose de joyeuse, de joli, de beau, de simple avec ce qu'on a. Ouais. Avec ce qu'on a. Ça me rappelle celle qui a créé le magazine Happiness en Hollande, qui maintenant est en France aussi et qu'on connaît bien. Et elle était cadre pareil comme toi, qui est partie et elle a regardé, elle a été voir les différents quartiers parce qu'elle s'est dit peut-être que c'est là que je vais... Est-ce que ça serait OK pour moi d'habiter dans des quartiers comme celui-ci, dans une maison comme celui-ci? Elle avait besoin, tu vois, de se rassurer, de se projeter. Puis elle a dit oui, parce que ça prenait tellement le dessus, cette idée de se créer ce magazine. Et il y avait tellement de choses qu'elle était attirée, mais elle avait besoin de se rassurer. Et ensuite, oui, je pourrais quand même être heureuse, même dans une plus petite maison, avec tout ça. Je prends ce risque-là. Mais c'était un gros risque pour elle de partir du milieu de l'édition classique. Je pense que c'était ça pour créer un magazine qui est sorti il y a longtemps, tu vois. Un moment où... Mais là, qui s'appelle Happiness. Happiness. Quand même. Ouais.
C'est pour ça que j'écris dans ce magazine, j'adore. T'avais une colonne? J'ai une chronique. Oui. Pas chaque fois, mais régulièrement. Et j'adore me relier avec cette notion de créer son happiness. Ouais. Comment? Par des bases très simples, mais par contre, il faut se détacher de certaines... Il faut que... Il faut avoir... J'ai écouté un homme d'un tribu dans l'Amérique du Sud, je pense, donc d'après le visuel, il disait cette attitude du bout du nez, il l'appelait. C'est-à-dire, ça c'est ma maison, ça c'est ma voiture, ça c'est mon bateau, etc. C'est une attitude du bout du nez parce que ça t'appartient pas. Tu n'es que locataire, en fait, de ça. C'est très éphémère, finalement. Mais l'attitude d'être relié à la source, de regarder les étoiles et la lune et de retrouver ta place là et de savoir que la poussière des étoiles est en toi aussi, ça c'est l'attitude à prendre. J'ai des frissons quand je parle de ça aussi. Et c'est ça la spiritualité finalement. Oui, c'est une reliance avec quelque chose qu'on ne peut pas mentalement. Je pense que ça c'est aussi difficile pour les gens des fois. Mentalement, c'est difficile d'analyser ça. De dire, je viens de la poussière des étoiles. Déjà, les personnes vont faire « Ok, d'accord. » Mais la réalité, c'est ça. À la limite, dans les portables et dans toute la technologie qu'on a, il y a des minéraux. Il y a des parties de la nature qui sont dedans. Et ça nous permet de communiquer incroyablement avec ce côté du monde et l'autre côté de la Terre, en fait. C'est pas l'univers, mais juste de la Terre. Et ça, en soi, c'est incroyable. C'est la nature, en fait, quelque part, qui nous permet de faire ça. Bon, maintenant, on a créé plein de débris aussi, mais c'est de relier à cette source tellement simple, mais tellement puissante. Et de se détacher. Je sais que les mots en sanskrit font un peu peur des fois, mais il y a un super mot qui est pratyahara, qui est le détachement des sens. Et pour moi, ça ne veut pas dire que tu ne vis pas, que tu n'es pas dans la joie, que tu n'es pas dans les sens, mais tu te détaches du résultat. Tu vis pleinement le moment X ou Y. Tu te donnes à fond, tu vis l'abondance de ça. Après, tu te détaches du résultat. Et ça, pour moi, c'est le pratyahara. Et je pense que quand on est relié à la source energy, comme je dis en anglais, vraiment, ça te relie à ce pilier-là. Et le reste, c'est moins important. Si j'ai pas ça, est-ce que c'est bien grave? Non. L'essentiel, c'est qu'on a un peu à boire, un peu à manger, peut-être quelques vêtements et un abri. En gros, survivre, c'est ça. Le décorer avec plein de choses qui coûtent très cher, c'est pas nécessaire. Mais l'amour, l'abondance. Parlons amour, justement. Ce portail de l'amour, parce qu'il y a des postures, justement, en yoga qui favorisent cette ouverture du cœur. Il y a des mantras qui ouvrent cet espace-là. Comment toi, tu vois cet espace du cœur et le potentiel de cet espace en tant que yogi? C'est un super filtre, en fait. Tout ce que tu laisses entrer là, tout ce que tu laisses sortir. Encore une fois, on revient vers l'ancrage. Il faut que ça parte de cet ancrage, de cette source de qui tu es, qui est tellement important. Et du coup, quand ça part via le cœur et tout est fait avec amour, d'ailleurs, ce fameux médecin, elle parle de ça aussi, love. L'amour, c'est aussi quand tu travailles avec amour, par exemple, ça devient une passion. C'est incroyable comme l'énergie que tu reçois. Mais si tu travailles pas avec amour, c'est terrible. C'est comme de l'esclaverie, en fait. C'est pas la même chose. Quand tu donnes quelque chose ou quand tu crées un repas avec amour, il y aura toute une autre expérience que si tu le fais sans. Donc je dirais que l'amour, c'est vraiment la clé de tout. Il semble en tant que femme, les hommes ont aussi beaucoup d'amour, mais il y a un truc chez nous, la femme. Moi, c'est d'être maman, ça m'a vraiment éveillé cet espace-là encore plus. Un amour authentique, sans filtre, tu vois, où vraiment l'amour qui s'exprime en grand et c'est juste, c'est sans fin en fait. Cet amour est grandissant et tellement vaste, tellement délicieux, tellement plus que... Et ça vient vraiment de ce centre de nous, en fait, et ça émane de là. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde un coucher de soleil ou un magnifique vue? On a tendance de faire ça, comme si on ouvre notre cœur et on reçoit toute cette énergie. C'est instinctif, en fait.
Et quand ça va moins bien, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le cœur. Donc c'est vraiment, c'est notre soleil en quelque sorte. Ça émane de là. Mais je pense que ça va plus loin encore. Chaque tâche, chaque chose que tu fais, cet amour, cette énergie de l'amour, ça change tout. Ça change tout l'échange qui se passe. Et la façon de vivre. La façon que tu vis n'importe quelle situation. Ça change complètement tout. Et c'est vrai, c'est autre chose que l'amour qu'on peut avoir pour son enfant. C'est viscéral, n'est-ce pas? Il ne faut pas trop chercher. C'est juste là. Pour moi, c'est là avec mes filles. J'ai vraiment ce besoin de les câliner, de renifler leurs cheveux. Pourtant, elles sont grandes maintenant. Mais j'ai vraiment ce besoin viscéral de le faire. Mais on peut le faire dans tout ce qu'on fait. Bêtement, quand on appelle pour le téléphone, pour la facture d'eau, peu importe, et tu sais que tu vas parler avec quelqu'un qui est derrière un bureau, qui est là en train de répondre pendant 8 heures à des appels, etc., avant de faire l'appel. Amour. Et c'est ce regard divin aussi sur les choses et reconnaître qu'on est une goutte de cet océan et cet océan aussi est en nous. Je veux dire, quand on regarde avec ces yeux, tu vois, de l'amour, du divin, c'est vrai que dans le coup, on le voit dans chaque personne, dans chaque personne. Quelle que soit la manière dont la personne l'exprime. On est tous des esprits et des âmes sur cette terre. Donc, après des mille et une couches de challenge ou de façade, ça, on ne peut pas forcément enlever ça tout de suite de quelqu'un. Et puis, c'est à la personne de le faire. Mais si on approche les situations, et j'ai des failles comme tout le monde, mais si on essaie d'approcher chaque situation avec cette abondance, cet amour, restant ancré. Un autre exemple, c'est quelqu'un hier est rentré de cette formation que je donnais et elle a dit je suis rentrée dans la maison et on m'a pourri toute mon énergie. Et moi tout de suite j'ai dit ok, cette énergie-là, ça ne t'appartient pas. Donc coupe un peu, envoie davantage d'amour à la situation et reviens dans cette énergie de ton ancrage, de ta joie, de ton amour pour la situation. Et sinon on autorise. C'est vrai qu'on a tendance des fois à baisser ses fréquences. Face à la personne en face, alors que c'est vraiment pas la réponse. Non. D'émaner davantage de lumière. Donc c'est reçu, pas reçu par les personnes. Après. Tu sais, entre femmes, il y a des fois ces jalousies, ces querelles et tout ça qui fait que on se méfie aussi. On peut se méfier. Beaucoup de femmes se méfient des autres femmes parce que. Oui, j'ai jamais compris ça. Je suis pas là-dedans. Je suis vraiment dans cette. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai d'origine anglo-saxonne et c'est différent, mais peut-être pas, je sais pas. Mais j'ai jamais vraiment compris. Déjà, l'énergie de la jalousie, c'est pas quelque chose que je. Mentalement ou physiquement, je comprends. Mais je me suis fait avoir plusieurs fois parce que je n'ai pas ça. J'ai pas de la méfiance. J'ai un cœur ouvert. Je crois toujours dans le bon de tout le monde. Et du coup, c'est pas toujours bien quand tu travailles dans ce milieu. Et ce milieu dans lequel je travaille, beaucoup de femmes travaillent dedans aussi. Mais pour moi, il n'y a pas jalousie, il n'y a pas égo, il n'y a pas mieux qu'eux. Je suis toujours dans cette collaboration et co-création. Et je ne vais pas me changer à cause de ces personnes qui ont pioché dans mes idées ou dans ce que j'ai fait. Tu t'es fait pas mal copier, C'est plutôt bon signe? C'est Coco Chanel, non, qui a dit copier, comment elle a dit, il y a une phrase, c'est la plus grosse flatterie que quelqu'un peut te faire s'il te pique tes idées. C'était pas comme ça, c'était beaucoup plus joli que ça, mais en gros c'est ça. C'est flatteur quelque part, mais oui, je me suis fait dépasser, copier, et alors. Ça, c'est la stratégie du bout du nez, ça. Ça va pas très loin. Non. Et puis bon, il faut pas non plus... ce que je fais à ce moment-là, pour vraiment ne pas être dans cette mauvaise énergie, parce que c'est très facile de s'accrocher là-dessus, etc. Je fais un petit rituel pour fermer le cercle avec beaucoup d'amour et j'arrête d'en parler.
J'arrête d'en parler parce que dès qu'on parle de quelque chose, on amène tout de suite de l'énergie vers cette chose. Ouais. Et donc, Et on a tendance à le faire en femmes en plus, le gossip, le parler, c'est très féminin, ça, non? C'est très féminin de parler en général. Hein. Donc l'homme rentre dans sa cave, la femme va parler à toutes ses copines. Donc, mais c'est cette énergie circulaire que nous avons. Donc c'est pour ça que les cercles de partage, de parole, de femmes sont si populaires parce que ça vient de la tente rouge, ça vient de ces périodes où les femmes avaient leurs règles, se réunissaient une fois par mois ensemble parce que quand les femmes passent du temps ensemble, elles ont tendance de s'accorder les unes avec les autres. Donc, c'est né de là. Et ces périodes, ces parenthèses de communication en cercle, on les a continuées à notre façon avec nos copines, avec nos amis. Et oui, on a toujours tendance de faire ça. On a un souci, on appelle les copines. On a un super truc qui s'est passé ou qui se propose, on appelle les copines pour le faire ensemble. Tandis que l'homme va rentrer dans la cave, va trouver la solution, va sortir ou pas. Enfin, maintenant, vive les cercles d'hommes, parce que c'est vrai que maintenant, ça y est, c'est parti, ça aussi. Ah ouais. Le masculin sacré, le féminin sacré, c'est très important aussi. C'est très. Mais en fait, en gros, je pense que le plus important, c'est de trouver cette harmonie pour soi entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est le Shiva Shakti de tout. C'est cette notion de vraiment... Et revenons à l'énergie de Mary Magdalene, et il y a X ou Y années, l'énergie féminine, femmes et hommes étaient célébrées de façon égale. C'est que plus récemment où ça a bifurqué vers plus de pyramide énergie et l'énergie féminine un peu... Donc, pour terminer cette conversation, et même si elle pourrait durer très longtemps, parce qu'on n'a pas parlé des déesses, mais tu as aussi un livre sur les déesses, justement. Le livre, Le rituel des déesses. Le rituel des déesses, justement, dont on aurait pu également parler, mais ce n'est pas venu là, mais une prochaine fois, très certainement. Une prochaine fois, avec plaisir. Par rapport justement à ce que le monde est en train de vivre, ce nouveau monde et autres, quel est ton message, pas final pour les femmes, parce qu'on va pas mettre autant de drame dans tout ça, mais qu'est-ce que tu as envie de vraiment dire aux femmes? Après, si on a envie, je sais qu'on peut te retrouver à travers les livres, les formations, ton site, Charlotte Saint-Jean, tout ça. Mais qu'est-ce que tu as envie de vraiment partager en ce moment pour la femme? Je pense vraiment cette idée de revenir à ce qui est authentique pour toi. Peu importe les couches extérieures que tu as dû mettre, que tu t'es mis, qu'on t'a mis. Donc revenir à cette authenticité, à ce rêve à l'intérieur de toi, à ce talent ou cette magie qui t'appartient. Il y a sûrement quelque chose que tu rêvais de faire, que tu faisais quand tu étais plus jeune. À mon avis, c'est parce que tu l'as fait dans une autre vie, tu l'as fait avant. Et donc, c'est un don, c'est un talent que tu as dans tes mains. Explore ça et reviens à cet ancrage-là pour émaner ton énergie, ton soleil de là. Merci Charlotte. Merci Lilou. Merci chère co-créatrice, co-créateur. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à partager cette interview, cette vidéo. Et puis vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Merci. Au revoir.